Bonsoir, quatrième marathon de Brest. Et pour vous commenter ces images, à mes côtés, Gérard Eliès de l'AS Gelmer, organisateur ou l'un des organisateurs de cette compétition, et le docteur Jacques Cariou, médecin généraliste, mais également concurrent. Il a participé donc à cette quatrième édition. Bonjour, avec vous Gérard Eliès, on va parler un peu de l'organisation d'une telle épreuve. Plus de 600 concurrents inscrits au départ. On verra 400 seulement à l'arrivée, mais 400 tout de même. Organiser un marathon comme celui-là, c'est une grosse opération. Et pour y parvenir, vous êtes à trois associations sportives. Oui, donc il y a le patronage Ligue de recouvrance, l'AS Gelmer et le Plouzané Athletic Club. Et ça représente plusieurs mois de travail. Il faut compter presque un an de travail pour organiser ce marathon. C'était donc dimanche et le départ a été donné à 14h précises devant la mairie, place de la Liberté. On va donc voir les coureurs descendre l'avenue Georges Clémenceau. Docteur Jacques Cariou, une descente pour commencer un marathon. Est-ce que dans le parcours, il y a quand même des normes à respecter? Le marathon, c'est une épreuve très régulière où, logiquement, il faut prendre son rythme dès le premier kilomètre. Si on a pensé courir en 4 minutes du kilomètre ou 4 minutes 15 du kilomètre, il faut, si possible, le prendre dès le premier kilomètre. Une descente, ça permet de s'échauffer en quelque sorte. Et même si on a un petit peu d'avance au premier kilomètre, c'est moins grave que quand on le fait dans une côte. D'autant plus qu'avec le vent dans le dos, ça permet de descendre un peu plus vite. Mais logiquement, c'est sûr qu'il faut, dès le premier kilomètre, prendre son rythme et le garder jusqu'au bout, le plus longtemps possible. Alors un marathon, c'est d'abord une certaine distance, et une distance même certaine. C'est combien exactement? 42 km, 195. Et le record du monde? C'est 2h07, je crois. Donc ça fait une moyenne de combien? Ça doit faire une moyenne de 20 km/h, à peu près, entre 20 et 21 km/h. Alors on voit là le départ donc, de cette compétition. Les concurrents sont passés, ont laissé la gare à bâbord, diraient nos confrères du nautisme, et vont donc descendre vers le port du commerce avec en tête le numéro 17. Il s'agit d'un soviétique, Nikolai Muftazulin, qu'on va revoir tout à l'heure car il va lancer cette compétition. Les gens qui viennent de l'étranger, Gérard Eliès, on les connaît, ce sont des gens qui viennent avec des références? Certains viennent avec des références, mais beaucoup font un petit peu du porte-à-porte dans le milieu du marathon et je pense qu'ils doivent regarder un petit peu les grilles de prix et s'arranger entre plusieurs représentants de la même nationalité pour faire un marathon et un marathon par-ci ou par-là. Alors c'est un sport, comme l'athlétisme, un sport amateur, mais il y a quand même des primes et il y a des gens qui en vivent. Je pense qu'au niveau des pays de l'Est, ils doivent en vivre parce que je pense que leur niveau de vie est peut-être plus bas que chez nous. Donc ce sont des gens qui cherchent la prime. Alors on voit donc Nicolas Muftazulin, qui est un concurrent qui nous vient du RSS. En tête, il est devant le 395, Jean-Jacques Monotte, donc ça c'est quelqu'un de la région. C'est un Brestois qui est beaucoup plus spécialisé dans le triathlon. Alors est-ce que ce sont des gens, 395, Jean-Jacques Monotte, est-ce que ce sont des gens qui peuvent aller jusqu'au bout? Est-ce qu'un triathlonien peut être également un bon concurrent de marathon ou est-ce que ce sont des sports vraiment différents? Je ne pense pas qu'ils doivent être un bon marathonien. Bon, au niveau du triathlon, c'est un très très bon athlète, mais ce ne sont pas du tout les mêmes entraînements, donc je crois que c'est beaucoup trop long comme distance pour lui. Docteur Cariou, ce qu'il faut dire, c'est que ces gens qui participent ici au marathon ne font pas que cela comme course. Ce sont des coureurs de fond, mais qu'ils participent à des 1000, à des 5000 mètres, 10 000 mètres. Oui, en général, les premiers, l'élite de ce peloton sont des coureurs donc, qui font des 5000 mètres, des 10 000 mètres en salle. Et l'été, donc, au bout de la saison de course sur route, font des semi-marathons et 4-5 marathons par an. Les triathlètes, bien que ce soit un sport d'endurance également, mais c'est quand même le triathlon 3 sports donc, à enchaîner, ce qui fait que dans l'entraînement, ils travaillent beaucoup la résistance, surtout pour la course sur route, ils ne font que 10 km dans l'ensemble ou 15 km au maximum, ce qui fait que pour un marathon, je ne pense pas qu'ils puissent vraiment tenir, à moins de reprendre l'entraînement spécial marathon. Mais c'est sûr que les coureurs qui font le marathon font des 10 000 mètres, des 15 000 mètres, des courses en salle. Bon, certains font le cross l'hiver, ce sont des athlètes complets du course. Hein.
3-4 marathons par an, alors qu'on voit toujours Nikolai Moustazouline qui creuse l'écart. On va en parler dans quelques instants. 3-4 marathons seulement par an, pourquoi? Je pense que 4 marathons, ça demande beaucoup de préparation. Il faut dans un premier temps donc, plusieurs semaines de préparation intensive. Il faut faire la course. Quelqu'un qui court pour gagner l'a fait à fond, c'est certain. Donc après, il faudra récupérer cette épreuve avant de recommencer à préparer un autre marathon. C'est bien pour ça que sur une année, faire au grand maximum, je pense, 5 marathons, c'est déjà une belle performance. Hein. Voilà. On voit donc là les concurrents qui arrivent au port de commerce, quai Malbert, avec Jean-Jacques Monotte, donc le Brestois, qui va disparaître assez vite. On voit là le numéro 8 avec ses cheveux blonds. C'est un concurrent qui nous vient de Tchécoslovaquie. Oui, je crois que c'est ça. Hein. Et il a la particularité, lui, d'être venu à pied. Oui, il est venu exactement en stop. Il est venu en stop. Une personne l'a même trouvé, je pense, dans un abribus rue Jean Jaurès, et il a réussi à s'expliquer qu'il cherchait le centre nautique du Moulin Blanc à l'hébergement. Et donc il a dû faire, je ne sais pas si c'est pas 36 heures de stop pour venir sur Brest. Pour venir de Prague, faute de moyens financiers, oui. A-t-il expliqué? Son voyage lui revenait 2100 francs. Et puis bon, ça équivalait à 2 mois de salaire, donc il a préféré venir par ses propres moyens. Voilà donc le peloton. Est-ce que les écarts se creusent très vite entre les premiers qu'on peut considérer comme des professionnels ou du moins des semi-professionnels et puis les amateurs, même bien entraînés? Oui, ça se creuse assez rapidement. Au bout de 5 km de course, déjà on voit un écart assez important entre le peloton des bons et le peloton des bien entraînés, mais qui ne sont pas là pour gagner, c'est sûr. Et au fil des kilomètres, après, les écarts se creuseront de plus en plus, c'est certain. Alors on voit qu'il y a là des jeunes, des moins jeunes et aussi des gens du troisième âge. On court jusqu'à quel âge? On peut courir jusqu'à plus de 70 ans, parce que dans la région, on a le petit Loup Gestin de Plouguin qui s'inscrit encore régulièrement dans toutes les courses de 15 km, semi-marathon, voire marathon. Cette année, je crois qu'il n'est pas là, mais donc c'est une épreuve qu'on peut faire jusqu'à sûrement 75, 80 ans. C'est une épreuve d'endurance pure, donc ce qui fait que pour l'organisme, c'est l'idéal, pour le cœur, pour les artères. Il reste évidemment les problèmes articulaires, les problèmes d'élasticité musculaire qui, au fil des années, s'amoindrissent et causent quelques petits problèmes. Mais sinon, sur le plan physique général, je pense que la course à pied, menée en endurance et à son rythme, est une des meilleures épreuves. Il y a également, on l'a vu à l'écran, des féminines. Quelques femmes s'étaient inscrites avec de bons résultats, car on le verra à l'arrivée. Elles ont réussi à se placer dans les premiers. Il y a un très beau palmarès au niveau féminin qu'on ne connaissait pas beaucoup dans la région, hein, parce que il y a beaucoup de Brestois. Docteur, là, Jacques Cariou, vous arrivez là. Hein. Vous avez le numéro 103. Le bandeau vert. Ah là. Ah oui, vous avez un look aussi là. Le bandeau, c'est pourquoi? C'est pour la photo? Non, pas du tout. C'est pour absorber la sueur du front, pour que ça tombe pas dans les yeux, que ça pique pas, tout simplement. Au niveau des ravitaillements, il doit y avoir à peu près entre 1000 et 1500 bouteilles d'eau. On doit passer à 3000 éponges. Il y aura des kilos de raisins, des kilos de figues. Donc c'est vraiment une grosse organisation au niveau ravitaillement. Les éponges, c'est pour s'éponger? Oui, c'est très important une éponge. Alors, on en verra tout à l'heure, je crois, qui consomment l'eau de leur éponge également. Oui. C'est un petit supplément gratuit. On les voit avec l'éponge là à la main. C'est pas un gadget, c'est très important. Il faut toujours que le corps soit humidifié.
C'est-à-dire qu'en particulier, ce jour-là, avec le vent qu'il y avait, systématiquement, la sueur est balayée par le vent. Donc la peau est toujours sèche. Donc elle va chauffer davantage. Donc l'organisme va automatiquement transpirer davantage. Donc on perdra encore plus d'eau. Alors qu'avec l'éponge, en s'humidifiant régulièrement les parties donc découvertes, les bras, la tête, c'est régulièrement, la peau donc sera rafraîchie et automatiquement la perte de chaleur sera moins importante. Et donc il faut toujours boire comme ça, sans avoir soif. C'est un leitmotiv en course à pied. Il ne faut jamais attendre d'avoir soif, parce que si on attend d'avoir soif, c'est trop tard, c'est qu'on a déjà perdu plusieurs pourcents d'eau, et ça se ressent sur les capacités physiques. Hein. On n'en est encore que dans la toute première partie de la course. Est-ce que ça commence à tirer déjà? Non, en fait, je crois que bien souvent, le marathon commence au 30e kilomètre. Jusqu'au 30e, c'est vrai que à l'allure que l'on prend pour un marathon, qui est quand même bien souvent une allure un petit peu plus lente que sur un semi-marathon, c'est un fait qu'on se sent bien jusqu'à mi-course sûrement. Et c'est surtout après le 30e qu'on commence à sentir les jambes un peu lourdes et à voir que maintenir le rythme devient de plus en plus difficile. Et c'est ça qui fait toute la difficulté du marathon, c'est que c'est une épreuve très régulière, qui impose un rythme régulier du début jusqu'à la fin, car si maintenir 4 minutes 15 éventuellement du 1er au 20e kilomètre, ça semble facile, les maintenir du 20e au 42e, c'est déjà beaucoup plus difficile. Bon, voilà les deux féminines, les deux meilleures pour l'instant, qui rattrapent, ou tout du moins qui font jeu égal avec leurs adversaires masculins. Il y a quand même un classement pour les féminines, un classement séparé. Oui, le classement est séparé. Il y avait combien d'inscrites? En féminine, il doit y avoir une vingtaine à peu près. C'est pas un sport qui attire beaucoup les femmes? Non, le marathon est très très dur. Alors il y a beaucoup de féminines qui n'osent pas franchir l'obstacle. Et là, on revient en tête de la course avec toujours le 17 Nikolai Muftazulin, mais on voit bien derrière, eh bien, ça revient très, très dur. Finalement, c'était prévisible, il va se faire reprendre. Oui, c'était prévisible, hein. Il ne pouvait pas tenir contre tout un peloton comme ça, surtout qu'il était en point de mire des suivants, donc c'est quand même où on est très très costaud pour tenir 42 km, c'était prévisible qu'il soit rattrapé. Hein. À noter sur le parcours, je trouve que cette année, par rapport aux deux précédentes éditions qui ont eu lieu sur le port, le parcours était beaucoup plus intéressant quand on faisait une boucle vraiment. Alors que les autres années, on faisait des allers-retours, on se croisait à un moment donné, mais surtout, ce qui était difficile, c'est de faire des lignes droites, les mêmes lignes droites à l'aller et au retour. Le fait d'avoir cette boucle carrément, avec ce petit faux plat, une petite côte qui, ma foi, délaçait un petit peu les jambes avec la descente qui suivait, je trouve que le parcours était beaucoup plus intéressant et moins monotone, tout compte fait. On est revenu donc en tête de la course et ils sont maintenant 3. Il y a le soviétique Nikolai Muftazulin qui s'est donc fait reprendre par deux autres marathoniens. Le numéro 9 sur votre gauche avec son short bleu, c'est un Polonais, Czesław Lamsz. Et à droite, avec une couleur de peau noire et son maillot bleu, c'est Ali Rachid, un des meilleurs compétiteurs. Un des meilleurs Français, qui s'est inscrit donc, le dimanche vers 11h. Donc on n'a pas pu l'annoncer avant, donc c'était un petit peu la surprise du marathon. Parce que pour un marathon et pour sa réputation, c'est important d'avoir des vedettes. Ah, c'est très important. Alors comment on les attire souvent... Il y a des primes à l'engagement? Pas à Brest. Ça se fait dans beaucoup de marathons. À Brest, en général, quand on commence à annoncer notre marathon, beaucoup de coureurs de très haut niveau envoient leur palmarès et leurs prétentions. Donc, comme on n'a pas pris cette optique-là, nous, on leur répond bien gentiment que s'ils veulent venir... La prétention, ça peut aller à des sommes importantes? Entre 20 et 30 000 largement. Hein. Pour venir courir? Que pour venir courir.
on est revenu, là on revient vers le port de commerce avec le groupe de tête et le TGV de la SNCF. La SNCF est également partenaire de cette compétition. Il faut dire que pour organiser une telle épreuve, il faut bien entendu des bénévoles. Combien vous êtes 250 bénévoles à peu près. Et puis il Et faut de très bons partenaires. il faut des partenaires financiers parce Oui. que ça demande bien entendu des moyens. C'est difficile ou est-ce que la réputation du marathon fait que c'est un peu plus facile maintenant? D'année que en ça ne année, l'était ça devient beaucoup plus facile maintenant. Même certains sponsors tapent un petit peu à la porte. Chose qu'il y a 2-3 ans, c'était à nous d'aller taper à la porte. Il faut même reconnaître que la ville de Brest a fait un effort. On a pu prendre le départ 2 ans de rang devant la mairie, ce qui n'était pas le cas la première année où il fallait prendre le départ sur le port, simplement. Donc la ville de Brest souvent se fait tirer un peu les oreilles en course à pied, mais là, Oui, la ville a fait un très Un très gros gros effort. effort technique. Hein. Là, on a à l'image Séraphin Vieira, qui est un des bons concurrents et qui va terminer bien classé. On le verra tout à l'heure. On voit qu'il a son éponge à la main et qu'il ne se prive pas pour s'éponger et pour s'humidifier, ce que vous nous disiez tout à l'heure, docteur Jacques Cariou. On va donc là, après le virage, redécouvrir le groupe de tête, des spectateurs qui applaudissent, des spectateurs qui étaient nombreux sur le parcours. Oui, beaucoup de personnes. Hein. Surtout donc sur la ligne d'arrivée. Et à Océanopolis aussi, je crois. Hein. La tête de la course avec le numéro 5, le numéro 4, le bulgare. Et puis il y a également le numéro 6, Séraphin Vieira, qu'on a vu tout à l'heure. Le numéro 16, c'est un soviétique, un autre soviétique, Yuri Fokin. Et au milieu, le numéro 15, Dami Powelin, le Belge avec ses lunettes noires. Et puis, en dernière position de ce premier peloton, toujours Elhadi Moumou, avec son maillot et son short rouge, qui, pour l'instant, ne s'est pas du tout montré. Et ce sera une des constantes de cette course. Autant dire tout de suite que c'est lui qui va gagner. On le sait, puisque cette émission est diffusée en différé. Il va gagner en étant resté toujours, on appelle ça un peu en cyclisme les suceurs de roue. exactement, c'est un suceur de roue, c'est pas très élégant, c'est sûr. Bon, il avait peut-être ses raisons. Il commence, je crois, sur le marathon. Il n'a peut-être pas encore tout à fait ses marques. Il sait peut-être pas où il va. Je pense qu'il va être prudent. Et c'est certain qu'on se fatigue moins à suivre un groupe de tête comme ça. Le candidat, le concurrent tchécoslovaque, avec une belle crinière. Qui devait repartir d'ailleurs le soir en stop. C'est ce qu'il nous disait à la remise des médailles. Et je crois que la SNCF a fait un petit geste et il va rentrer en train. Donc ça va lui éviter de faire du stop. Là, on voit que ça commence à s'agiter un peu. Hein. On va finir le premier grand tour, c'est-à-dire qu'on est à peu près à 17-16 km. Là, ça commence... voilà, ils vont aborder la dernière ligne droite avant l'arrivée de ce tour. Il n'y a pas de prime au tour, il faut dire. Non, il n'y a aucune prime autour. Hein. Non. En marathon, ça se fait pas. Hein. Ça se fait pas. Non. Mais ça commence déjà, on voit qu'ils s'observent, qu'ils se donnent un peu du coude. Là, on cherche à se placer. Oui, c'est certain que là, les choses ont commencé à être plus sérieuses. Après la mi-course, bon, il y a des petites défaillances. C'est là qu'on commence à voir si les gens sont bien préparés, se sont surestimés. Pas encore beaucoup de réserves. Bon. Quand on parle de la mi-course, je crois qu'il y a quelque chose qu'il faut signaler. C'est, bon, pas dans le groupe des
des meilleurs, encore que bon, Monot, on le voit plus, ou des gens comme ça. Mais dans les coureurs, disons, plus moyens, il y a pas mal de gens qui s'inscrivent en sachant qu'ils feront que 20 ou 30 km. Ça, c'est un petit inconvénient, en fait, sur le déroulement de la course, car on peut s'adapter à une allure sur ces gens-là, et au milieu de tout, on les voit s'arrêter. Est-ce qu'on retrouve après donc tout seul alors, ce qui fait que des fois, on était en fourrine pendant 5-6 km, et ça fausse un petit peu. Enfin, ça, c'est... Je sais pas si on peut faire grand-chose. Hein. Oui, ils sont venus là pour faire 20 km. Oui, c'est ça, pour s'entraîner. Ils se servent bon, du marathon de Brest comme tremplin pour une autre épreuve. Mais enfin, c'est peut-être un peu dommage pour le marathon, parce que bon, l'organisation étant bonne, je crois qu'on peut le faire à fond celui-là plutôt qu'un autre, surtout qu'il est qualificatif pour le championnat de France. On voit là un candidat, on voyait à l'écran, on le reverra tout à l'heure, alors que là, un Tchécoslovaque suivi du Hongrois. Oui. On voyait un candidat arabe, un candidat musulman. Et il faut dire qu'actuellement, c'est la période du Ramadan et qu'il y a dans les coureurs des gens qui pratiquent la religion et qui donc respectent le Ramadan. Pour eux, oui. alors d'abord, au niveau de la course, ça doit poser un problème. Et puis le docteur, donc, ils ne se nourrissent pas en dehors avant le coucher du soleil. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne s'alimente pas. Je pense que ça pose sûrement un gros problème de diététique, oui, ou alors il faut après qu'il compense d'une façon ou d'une autre, mais je pense qu'il y a sûrement un problème, oui. Concilier donc le sport et la religion, c'est certainement pas toujours facile pour les musulmans dans cette période de Ramadan. Alors ici, un concurrent avec son Walkman pour passer le temps et puis pour rythmer peut-être sa cadence, une féminine. Donc elles étaient, je me rappelle, une vingtaine au départ, sur plus de 600 concurrents et 400 à l'arrivée. Pour certains, ça commence à tirer. Là, il s'agit de Belkir Saya, qui lui aussi respecte le Ramadan, mais il a une belle foulée. Une remarque que je ferai pour l'organisation, pour l'avenir éventuellement, l'année dernière c'était bien fait, c'est de mettre le kilométrage tous les kilomètres. C'était prévu et justement il y a beaucoup de coureurs qui nous ont dit que ce n'était pas bien non plus parce qu'ils n'arrivaient plus à se retrouver dans le nombre de panneaux à tous les tours. Alors nous avions fait un fléchage tous les 5 km. C'est à la demande des coureurs. Ça doit être complètement décourageant de voir en plus l'arrivée à 40 km. Il y a de quoi vous donner un coup au moral. C'est la personne donc, qui a tracé le parcours a fait tout son parcours avec une roue de géomètre. On peut dire qu'il y a des spécialistes pour tracer les parcours de marathon. Il faut être marathonien soi-même. Il faut déjà faire un petit peu de course à pied pour essayer de trouver quand même un parcours qui ne soit pas trop déplaisant et puis trop dur. Mais comme c'est un parcours qui est officialisé, il faut faire le parcours à la roue de géomètre et au mètre près. Officialisé, ça veut dire que ce sont des épreuves qui sont reconnues par la Fédération française d'athlétisme. C'est-à-dire que si à Brest, si le vent avait été favorable, un record serait tombé, la Fédération française pouvait venir et faire mesurer le parcours. Et si il n'était pas bon, tout était déclaré faux. La personne qui a mesuré le parcours a mis 5 heures pour faire son tour avec la roue de géomètre. Là, on est avec le groupe de tête. Et, derrière, est-ce qu'on s'intéresse à ce début de course? Est-ce qu'on est intéressé à la limite par le résultat?
Pas spécialement, je crois. Bon, chacun est occupé par sa course personnelle. S'observe lui-même, ressent un peu, un peu de fatigue. Donc, ce qui fait que on ne s'intéresse pas tellement. Le but, souvent, c'est quand il y a des tours comme ça successifs, c'est de ne pas se faire dépasser par la tête de la course. En fait, on est bien content quand on repasse, quand on part pour le dernier tour et qu'on n'a pas été rattrapé par les premiers. Non, je crois que ça ne s'intéresse pas spécialement, en fait, non. Donc, la plus grande victoire, c'est de finir soi-même Exactement, et en bonnes conditions. et en bonne condition. Donc c'était dans cette partie-là que c'était difficile et que le vent est en contraire. Alors, on les voit bien en ligne, on voit bien que ceux qui sont derrière se protègent. Ça se bien, oui, là, on voit surtout qu'il y a comme des grands gabarits devant, donc c'est sûr que les petits gabarits derrière sont bien protégés. Là, ils souffrent beaucoup moins, c'est certain. Et au fil des kilomètres, ça se ressent. Alors, sous la banderole arrivée que l'on vient d'apercevoir, il restera donc un tour, c'est-à-dire 12 km. Les concurrents ont donc déjà parcouru 30 km. Et on le constate, ils n'ont pas l'air particulièrement marqués, tout du moins en début de course. Derrière, vous en avez rencontré qui étaient vraiment fatigués. Ah oui, ça, sur chaque marathon, c'est toujours pareil. On voit des gars, je pense, soit non préparés, qui sont surestimés, donc qui abandonnent. Bon, c'est encore le plus sage, hein. Quand on sent qu'on ira un peu jusqu'au bout, vaut mieux, je crois, abandonner plutôt que de continuer jusqu'au bout. Mais c'est certain que dans dépasser le 30e kilomètre, les dégâts sont importants. On voit les gens qui marchent, qui se tiennent les mollets, qui s'allongent par terre, qui se font masser. Bon, on voit que c'est comme c'est très dur, quoi, hein. Et que la préparation est très importante à ce moment-là. Alors, bien se préparer, c'est quoi? C'est faire combien de kilomètres par jour? Alors là, pour un coureur bien entraîné comme l'élite, là, les premiers, je pense qu'ils font sûrement une vingtaine par jour, sûrement, pour arriver à faire entre 100 et 150 par semaine, hein, avec donc des séances d'endurance pure, de résistance douce, de fractionné, en mélangeant tout ça d'une façon équilibrée. Mais je pense que, ensuite, pour le coureur le sportif de récréation, comme on dit, il faut sûrement au moins 3 séances, je pense, par semaine. Une assez rapide, une donc de 10 km, une de 15 km, puis éventuellement faire quand même des séances d'au moins 30 km une fois par semaine, je pense, pendant 5-6 semaines avant le départ. Alors, il faut quand même passer à sûrement entre 50 et 100 km sûrement régulièrement pendant quelques semaines. Quand on utilise davantage sa voiture que ses jambes pour se déplacer, on croise ou on double de temps en temps des gens qui courent le long de l'asphalte. C'est ça, ils s'entraînent? Ils s'entraînent, oui, c'est ça exactement. Et on part de la maison, on se fixe un itinéraire, et puis ça mène un peu dans la campagne, c'est pas désagréable. Le numéro 6, le Français Séraphin Vieira qui menait là le début de la course. Le numéro 5 là, qui passe, qu'on reverra tout à l'heure parce qu'il arrivera en bonne position. Le groupe de tête qui double quelques concurrents attardés.
nouveau ravitaillement sur la route de ce marathon, avec une jeune femme qui a manqué de chuter. Toujours donc Séraphin Vira en tête, devant le numéro 16, le soviétique Yuri Fokin, et le 582, Ali Rachid, qui vont faire l'essentiel du travail, tandis que toujours bien abrité dès qu'il le peut, Eladi Moumou, avec son maillot rouge et son dossard 588. Ils ne sont donc plus que 4, c'est-à-dire que le Polonais Czeslaw Lamsz a été décroché, ainsi que le Belge, que l'on reconnaissait tout à l'heure avec ses lunettes de soleil, Dami Powelin. C'est donc dans ce groupe qu'il faut rechercher le vainqueur, et on va assister là à quelques moments intéressants. Vous allez le voir tout à l'heure, parce que, eh bien, devant, le 6, le 16 et le 582 ne sont pas contents de toujours mener et de ne pas être relayés par le 588, Eladi Moumou. Séraphin Vira. Alors, un bel athlète pour courir. On voit que il est corpulent. C'est pas quelqu'un de mince. C'est vrai qu'il faut une préparation physique générale. En fait, il faut non seulement faire les kilomètres, mais s'entretenir quand même musculairement, sans faire de trop de musculation, et en respectant une musculation équilibrée, autant en muscles agonistes, antagonistes, et autant les muscles donc antérieurs des jambes que postérieurs. Mais il faut, c'est sûr, avoir quand même une préparation générale, et c'est sûrement une des différences entre les bons du peloton et puis la masse, c'est certain. Merci d'aborder les attardés. Relativement bon et presque chaud, parce que le vent était dans le dos et il y avait quand même du soleil ce jour-là, et c'est un fait que là il faisait bien chaud. C'était agréable. Toujours le groupe de 4 qui va donc terminer en tête ce parcours de plus de 42 km, ce quatrième marathon. Vous les connaissez maintenant, ou vous les reconnaissez sans doute. Ali Rachid, avec son maillot bleu, le numéro 582, le numéro 6, Séraphin Vieira, et le numéro 16, le soviétique Yuri Fokin, avec donc le 588, le quatrième mousquetaire de cette bande. Le breton originaire d'Afrique du Nord, Eladi Moumou. Ça fait un coup au moral quand on se fait rattraper par le groupe de tête? Enfin, au niveau où sont les coureurs, là, non, je pense pas. Parce que, bon, après tout, avant de partir, ils savent déjà certainement qu'ils vont être doublés, donc non. Ça ne joue pas du tout. Les petites montées comme ça, ça tire pas un peu sur les cuisses ou sur les mollets? Au troisième passage, c'est sûr qu'on le ressent davantage, mais d'un autre côté, il y a une descente après. Ça casse un peu le rythme, c'est pas plus mal, je trouve. Enfin, c'est certain que ça peut être l'occasion d'avoir des crampes, c'est sûr. Surtout au troisième passage, quand on est entre le 35e et le 42e kilomètre. Ils sont tous montés, tous les 4 au même rythme, mais aucun n'a essayé de partir. Et là, ils redescendent donc vers le port du Moulin Blanc. Et ils vont se retrouver une nouvelle fois devant Océanopolis. Une nouvelle et une dernière fois, puisqu'on est là dans le dernier tour, c'est-à-dire qu'il reste environ 6 km. 6 km à peu près.
Et toujours les mêmes qui mènent le train. Et toujours le même qui suit le train. Alors les trois qui mènent n'ont pas encore commencé à trouver que c'était un peu long, mais ça ne va pas tarder. Et ils vont bientôt faire remarquer à El Hadji Moumou qu'il pourrait aussi faire sa part de travail, tout du moins en tête de la course. Au-delà de la compétition, bien quand on est dans un groupe comme ça, chacun court pour lui-même là, sur les 6 derniers kilomètres. Bon, si on peut être un peu plus frais que celui qui nous précède, mais enfin chacun quand même court pour lui-même. Là, il n'y a plus beaucoup de stratégie là. La tactique maintenant, à ce niveau de l'avancement de la course, ça n'est plus quelque chose de très important? Il y a un petit peu la forme là, qui va faire la décision. Là, il faut s'être maintenu le plus frais possible pour pouvoir aller jusqu'au bout le plus vite possible. Nouveau ravitaillement. Il y avait combien de points de ravitaillement sur le parcours? Il y avait 3 points de ravitaillement. Échelonnés, bien achalandés en plus. Et donc à distance à peu près égale. Donc on en avait un donc, au niveau d'Océanopolis, un sur la ligne d'arrivée et un à la descente de la rue Poulicalor. Donc à peu près bien situé. Et on les voit là toujours avec leur éponge. Alors, manifestement, c'est un instrument indispensable du marathonien. Ah oui, c'est tout à fait ce qu'on disait au tout début. Il faut que le corps soit toujours humidifié pour qu'il y ait le moins de perte d'eau possible, enfin de chaleur possible, que le corps n'ait pas en plus à dépenser l'énergie pour assurer le refroidissement de la peau. Parce que c'est... Alors voilà, là on vient de voir El Hadji Moumou qui vient de faire signe, qui vient de montrer son genou. Il a l'air de dire je ne peux pas aller plus vite parce que j'ai mal au genou. Alors il n'y a pas de raison de ne pas le croire, sauf quand on a vu, comme nous, la fin du film. D'autres concurrents à l'allure moins alerte, mais un beau résultat quand même, car ils vont aller jusqu'au bout. Encore qu'eux ont encore 12 km à faire avant d'en terminer avec ce marathon. De toute façon, ils sont programmés pour ça, donc il n'y a pas de problème, ils iront jusqu'au bout. Ils souffriront, pas beaucoup plus que les premiers, ils sont entraînés comme ça, c'est leur allure de toute façon, et une sélection naturelle au départ de toute manière. Hein. Et là on retrouve donc le groupe de tête. Alors je vous le resitue avec le 582. Ici on a Séraphin Vieira, le noir Ali Rachid, suivi donc du maillot rouge, celui de El Hadji Moumou, et du soviétique Yuri Fokin. Toujours 4 à se battre pour la victoire dans cette épreuve brestoise. Et toujours les mêmes qui mènent. Mais on sait maintenant que si El Hadji Moumou ne mène pas, eh bien c'est qu'il a mal au genou. En tous les cas, c'est ce qu'on a cru comprendre dans quelques instants. Et on va mieux comprendre dans quelques autres instants, puisqu'il va le répéter. Regardez, alors là, on voit bien que les autres lui disent « mais après vous, je vous en prie ». Et il remontre son genou. Manifestement, il doit avoir quelque chose de sérieux. Et on peut se poser la question, quand on a vécu cela en direct, la question de savoir s'il ira jusqu'au bout. Là, c'est l'arrivée d'une course cycliste, c'est le sprint qui se prépare. Là, tout le monde se regarde dans le blanc des yeux. C'est bien un petit peu, là. Tout le monde essaie
Alors justement, est-ce qu'après 40 kilomètres, comme ça, on est encore en mesure de sprinter? Normalement, oui. À partir du moment où dans l'entraînement, on a inclus de la résistance, je pense que c'est surtout ça qui permet après de sprinter. Bon, et puis de toute façon, dans les derniers kilomètres, ils se donnent à fond. De toute façon, ils savent que c'est fini. Donc là, c'est la volonté qui fait beaucoup après, de toute manière. Et là, on a vu que Ali Rachid s'était fait légèrement décrocher. Alors là, ça doit être dur parce que pour revenir, pas facile. Je pense, s'il décroche un peu, c'est soit qu'il ne peut pas suivre ou qu'il a... Là, apparemment, oui. Oui, en effet, il a décroché complètement. Là, oui, là, donc là, il prend un coup au moral en plus, sûrement, de voir les 3 autres partir. Qui en profitent d'ailleurs, s'ils sont aperçus qu'il a lâché un peu, ils ne laisseront pas revenir, ça c'est certain. Donc les mousquetaires ne sont plus là que 3. Et toujours en tête, il aura fait là un très gros travail, Séraphin Vieira, suivi du soviétique Yuri Fokin et de Ali Edmoumou. On est au 40e kilomètre. 40e kilomètre, donc 2 kilomètres avant l'arrivée. On voit les enrochements là, du port du polder. On revient donc vers le port de commerce où sera jugée l'arrivée dans quelques minutes. Et c'est donc la dernière ligne droite, le dernier sprint pour la victoire. Pour l'instant, là, quand on voit ces images, difficile de faire un pronostic. Ah oui, là, tout à fait. Oui, on ne peut pas trop savoir lequel pourra l'emporter. Parce que bon, les 3 hommes montrent... peut-être que Séraphin Vieira, en première position, là, paraît peut-être plus fatigué. C'est difficile à dire. Je sais pas. Enfin, connaissant la pointe de vitesse de Moumou sur une arrivée, on peut presque en faire un favori, mais bon, s'il est blessé... On pourrait faire un pronostic, Gérard Eliès. Au niveau pointe de vitesse, je pense que Moumou doit être le plus rapide. C'est un athlète qui gagne beaucoup de cross. Il est champion de Bretagne de cross UFOLEP. Donc il a brillé toute la saison d'hiver. Et bon, personnellement, s'il n'est pas trop blessé, je le mets favori. Alors blessé, en tous les cas, c'est ce qu'il disait tout à l'heure en montrant son genou. Pour l'instant, eh bien, il continue à suivre les autres, à suivre le train, en s'abritant manifestement du vent. Alors, il a fait toute la course derrière. C'est certainement un avantage par rapport aux autres qui ont dû fendre le vent. Oui, puis son poids l'avantage sérieusement. Dans se caler derrière 2 coureurs comme il a devant lui, je pense qu'on est bien à l'abri. On approche de l'arrivée. Il y a Séraphin Vieira qui lui dit mais et alors regardez ce qui va se passer. Regardez, il s'arrête en disant non, je peux pas, c'est pas possible, je fais tout ce que je peux. Alors quand on voit ces images, on peut quand même se poser des questions. Le spectateur que je suis, je dis que c'est pas très sportif. Est-ce que ça fait partie de la compétition? Oh, ça peut arriver dans certaines courses, mais enfin heureusement tout n'est pas comme ça. Et je pense que c'est là qu'ils ont perdu donc, le bénéfice du record de l'épreuve. Voilà, alors là il s'écarte complètement pour montrer qu'il ne profite pas du tout de ses adversaires concurrents pour se protéger du vent. Il va même complètement le rechercher de l'autre côté de la route. Là, il donne la preuve de sa bonne volonté, mais ça ne va pas durer très longtemps, puisque... Un effet bénéfique, ça fait un petit coup de colère, un peu comme pour McEnroe, ça lui fait une décharge d'adrénaline et ça lui a redonné du tonus, en fin de compte. Oui, enfin, il revient manifestement avec ses camarades, il se sent mieux en leur compagnie. Et il les laisse normalement repasser devant. Pour les autres, alors on peut poser la question, pourquoi finalement ils ralentissent pas carrément l'allure, ils sont largement en tête, pourquoi ce serait difficile de casser un peu leur rythme? Bon, je pense que non, bon, ils ont un objectif sur ce marathon, bon, ils veulent le tenir quand même. C'est-à-dire l'objectif en temps, vous dites? Oui, souvent, oui. C'est le temps qui va les... Alors on approche de l'arrivée.
on n'en est plus séparés que par quelques centaines de mètres. Des longues lignes droites qui font mal, surtout face au vent comme ça. Quand on est en groupe 3-4, ça peut aller. Quand on est seul, vraiment, c'est dur en fait, hein, sur la fin de revenir face au vent dans les grandes lignes droites. C'était une des difficultés sur le circuit qui est quand même sûrement le plus plat de France, mais qui a cet inconvénient toujours du vent, qui aura sûrement toujours ces petits inconvénients. Mais on est en Bretagne. On était en Bretagne et un week-end particulièrement vanté. Heureusement que le marathon ne s'était pas disputé la veille, c'est-à-dire samedi dernier, car le vent avait atteint en rade plus de 40 nœuds et les concurrents qui disputaient la troisième étape de la Coupe Lechner de planche à voile s'en souviennent, car c'était des conditions extrêmement difficiles. Toujours nos 3 concurrents en tête, 2 Français donc, et encadrant un Soviétique qui double un concurrent attardé. Et c'est dans quelques instants que va être lancé le sprint et vous allez voir de quelle manière. Pour l'instant, là où ils sont, ils n'aperçoivent pas encore la banderole. Non, pas encore, non. Il y a encore un virage à gauche, puis un virage à droite. Non, ils sont encore à 1 km sûrement. Là. Non, il ne voit pas encore la banderole. C'est Raphaël Vira qui aura mené les 3 quarts, de la course. Les 3 quarts de la course, avec le soviétique Yuri Foukine qui a pris le relais de Nikolai Muftazulin qui avait animé tout le début de la course. Et Eladi Moumou qui a toujours été dans le peloton de tête. Alors là, les 3 concurrents s'écartent un peu. Là, vous pensez qu'ils s'observent? Oh, sans doute plus ou moins, oui. Je pense, oui, que là... Et regardez, là, voilà. Alors, Moumou prend 1 longueur, 2 longueurs. Les autres, là, ne peuvent rien faire. Bah, ils pensent éventuellement je sais pas, qu'il fait ça au bluff. Alors, ils croient peut-être pas trop sur le coup. Et puis, je pense qu'après, ils vont déchanter sûrement. Là, il part quelques longueurs d'avance. Mais il faut se méfier car l'écart se creuse à chaque seconde un peu plus. Oui. Alors, on ne sait pas s'il sourit ou si c'est un rictus de souffrance. Manifestement, il n'est pas quand même mécontent d'être en tête. Pour revenir sur lui, ils ont dû puiser un petit peu en plus dans leur dernière réserve, c'est sûr. Encore un effort supplémentaire. Et puis un dernier virage et les concurrents vont apercevoir la banderole marquant la ligne d'arrivée de ce marathon brestois. Eladi Moumou là est en train de changer de direction, va donc prendre le virage. Et là, maintenant, apercevoir la ligne. Et on va le constater, ça va lui faire bien plaisir. Avec l'avance qu'il a prise, là, on peut... Il a fait la différence. Un bel athlète, à l'évidence, on ne peut pas dire que sa course aura été très belle à voir sur ces images, mais c'est aussi... Voilà. Opportuniste, en fait. Et beaucoup de possibilités, je pense. Je pense qu'il y a beaucoup de possibilités. Ouais. Il a fait une course prudente, sûrement, et il s'est aperçu qu'il a fait des réserves pour gagner. Ben, il a profité, il est parti, hein, il a rencontré. Hein. Voilà, alors donc là, il vient d'apercevoir la banderole. Il sait que la victoire est au bout de la route. La victoire, voilà, il fête la victoire avant l'heure. La victoire pour lui, c'est aussi une récompense. Il y avait des prix en nature, en espèces. Oui. Il y avait une grille à la performance, c'est-à-dire que le coureur était payé suivant son temps. Donc le barème pour lui allait arriver à 2h25 à peu près. Alors là, on est à 2h24 et 39 secondes. Ah, il y a un barème suivant le temps. Oui. C'est-à-dire plus on va vite, plus on gagne. Plus on va vite, plus on gagne de l'argent. C'est pas mal. Et c'est une règle dans le marathon? Non. C'est une règle brestoise? On en a fait, pour nous, on l'a fait comme ça.
Ça permet quoi? D'animer la course? C'est un peu la carotte? D'avoir une course beaucoup plus rapide déjà. Et puis bon, la prime de record de l'épreuve, ça pimente encore plus. L'arrivée maintenant donc du vainqueur de cette 4e épreuve brestoise, ce 4e marathon. Elle a dit Moumou dans le temps de 2h25 minutes et 30 et quelques secondes. Voilà, il passe la ligne, top 37 secondes donc pour ce marathonien. Une belle victoire quand même, car il a parcouru les 42 km. C'est pour lui une bonne performance, son temps? Je pense, parce qu'il était assez content de son temps, donc je pense qu'il a fait une très bonne performance. Alors le deuxième, c'est le soviétique Yuri Fokin, 2h25 minutes et 41 secondes. Le troisième, Séraphin Vieira. Donc 3 des principaux animateurs de cette compétition. Le quatrième, Ali Rachid, qui s'est fait décrocher dans les derniers kilomètres, mais qui aura également fait une belle course. Tandis que Philippe Elion, qui est responsable de la section athlétisme du PL Recouvrance, est venu nous rejoindre sur ce plateau et découvre avec nous ces images tournées par l'équipe TSE. Vous avez donc suivi ce marathon, mais vous êtes également entraîneur. Qu'est-ce que vous pensez de la performance et de la course de El Hadji Moumou? Disons que El Hadji Moumou, c'est sûr, a fait une course tactique qui n'est pas, c'est sûr, des plus plaisantes pour tout le monde. C'est vrai qu'il a un peu copié le système des cyclistes. Bon, ça se fait beaucoup dans le monde cycliste, ça se fait très très peu dans le monde marathonien. C'est un peu regrettable sur le fait de la performance, puisque pour nous, organisateurs, nous espérions que le record serait tombé. Et nous espérions beaucoup que le record serait tombé, non pas par une seule personne, mais par au moins 4 ou 5 personnes. Si ce n'est cela, on peut quand même reconnaître qu'il était frais à l'arrivée, il était bien présent sur le parcours. Je crois que c'est quand même un beau vainqueur, on ne peut pas lui reprocher cela, mais ce n'était que son 3e marathon. À l'origine, El Hadji Moumou est un crossman. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de semi-marathons et donc qui peut-être a à apprendre un peu aussi l'ambiance marathon et la course du marathon elle-même. Mais je crois que s'il revient, certainement, il jouera peut-être le jeu différemment. Pierre Bonivite, 8e, c'est le premier régional de cette compétition. Régional de l'étape. Bon, régional de l'étape. On va conclure. Gérard Eliès, je rappelle que vous êtes responsable, ou l'un des responsables de l'AS Gelmer, un des organisateurs de ce marathon. 4e édition, il y aura une 5e formule. Elle est programmée et je pense que Philippe est beaucoup plus à même d'en parler en tant que principal organisateur du marathon. Alors normalement, elle est pour tirer le bilan de cette 4e, vous êtes content? Oui, parce que comme on a eu un ciel assez bleu, un tout petit peu trop de vent, mais enfin là, une très belle journée. Philippe Elion, donc une 5e édition. Vous, sur le plan sportif, puisque je le rappelle, vous êtes également entraîneur, vous êtes satisfait? Oui, nous sommes tous satisfaits pour diverses raisons. Satisfaits d'abord de nos partenaires qui nous aident de plus en plus, satisfaits également du public qui s'est présenté, satisfaits aussi des contacts que l'on a de plus en plus précis avec des athlètes. Cette année, il y avait 7 nations représentées. L'année prochaine, on espère faire venir des Américains. On aura des contacts au mois de juin avec des Finlandais, des Suédois, donc par l'intermédiaire de personnes qui organisent la Grande Course de Bretagne, où nous serons présents. Je crois qu'on a de quoi être très satisfait de cette course. Et le 5e marathon aura bien lieu. Ça c'est une chose entendue et on espère de toute façon avoir bientôt le championnat de France de marathon. C'est une demande qui sera faite en temps utile et qui sera et en plus épaulée par la fédération, par la Ligue de Bretagne et le comité départemental d'athlétisme.
Docteur Jacques Cariou, c'est avec vous que je vais conclure sur ces images, celle de Patrick Parour qui vient d'arriver et qu'on voit là très très fatigué. Alors est-ce qu'il n'y a pas à pratiquer le marathon un risque physique ? Si c'est certain qu'une course comme le marathon, c'est quand même un risque physique, car on a toujours tendance, quand on est pris dans la compétition, à aller jusqu'au bout et trop loin en fin de compte, et il y a toujours le risque de déshydratation, le risque de mort subite, ça arrive malheureusement, rarement, heureusement rarement, mais il faut pour ça donc bien se préparer, faire un bon examen médical avant de commencer l'entraînement, savoir où on en est et savoir quelles sont les possibilités personnelles. Mais là, c'est sûr que c'est des choses qu'on voit à chaque marathon. Et une chose qu'il faut signaler, et c'est un bon point pour l'organisation, c'est qu'à l'arrivée, il y a un stand de massage très efficace. Et ma foi, des gens comme ça peuvent en bénéficier sûrement. Gérard Eliès, Philippe Elion, Jacques Cariou, merci de m'avoir accompagné pour ces commentaires du 4e marathon de Brest. Et puis rendez-vous l'année prochaine pour la 5e édition.